Jacques Craval, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, madame la présidente de la commission des affaires européennes, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les députés, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit ce soir concerne la transposition en droit interne français de plusieurs textes européens regroupés sous une seule thématique dans un même projet de loi. Cette pratique est devenue courante depuis plusieurs années. Depuis peu, nous effectuons les transpositions sous la forme de projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, les fameux DADU, expression des plus poétiques, vous en conviendrez. Donc, c'est le 7e DADU que nous examinons dans cet hémicycle depuis le début de la législature, le 2e pour la commission de développement durable, comme le rappelait son président, après la loi du 16 juillet 2013. C'est donc un exercice pour lequel nous sommes maintenant bien rompus. Cela dit, transposer des directives européennes dans le domaine de la prévention des risques, ce n'est jamais anodin et, permettez-moi de le dire, pas toujours facile. Nous allons en effet examiner un texte qui modifie de façon significative le Code de l'environnement, le Code des transports et le Code minier, en attendant, comme le rappelait le président tout à l'heure, d'examiner le projet de loi spécifique à la réforme du Code minier français, qui est attendu avec grande impatience. Pour les transpositions des normes européennes, la création d'un comité de liaison avec le Parlement a renforcé, au moins formellement, la contribution des parlementaires à l'écriture du projet de loi. Cet encadrement consolide les échanges entre le gouvernement et le Parlement. Il permet une définition plus cohérente du périmètre du projet de loi. Et l'enjeu de l'intégration de la législation européenne dans l'ordre juridique national et dans les délais impartis n'est pourtant pas insignifiant. C'est d'abord une obligation indispensable et inhérente à l'appartenance de la France à l'Union européenne. La transposition est obligatoire par les dispositions de notre Constitution. Le traité de Lisbonne prévoit d'ailleurs des sanctions lorsque les transpositions ne sont pas effectuées dans les délais. Mais si tout manquement à ces obligations nous exposerait à des sanctions de la Cour de justice de l'Union européenne, les députés du groupe de RDP sont d'abord convaincus de la nécessité de construire un espace juridique européen commun, solide et efficace. Un espace juridique commun, solide et efficace pour approfondir le renforcement de l'Union européenne, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de la prévention des risques et donc de la préservation de l'environnement. À ce propos, il nous semble que nous devons collectivement saluer la fructueuse collaboration du Parlement et du gouvernement sur la transposition des directives. Les rapporteurs des DADU ont pris l'habitude d'effectuer un travail de fond avec les services et les cabinets des ministres concernés. J'en profite pour saluer au nom du groupe de RDP notre valeureuse rapporteure, Viviane Le Disait, qui avec simplicité et efficacité nous permet une transposition réussie dans une langue accessible à tous. Concernant le contenu du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, il s'articule autour de 4 titres principaux. La sécurité des opérations pétrolières et gazières pour le premier titre, suite aux accidents de la plateforme de forage dans le golfe du Mexique. Les produits et équipements à risque, plus spécifiquement les équipements marins et les équipements sous pression, sont traités dans le titre 2. Là, je ne vais pas m'étendre. Dans le titre 3, les articles sont consacrés aux gaz à effet de serre, fluorés, aux biocides, des produits chimiques nocifs que nous devons, entre autres, réguler et réduire. Enfin, le titre 4 est peut-être le plus polémique. Il suffit de faire référence aux interventions précédentes, ou moins le plus discuté, c'est le titre consacré aux OGM. Il donne la possibilité donc aux États d'interdire et de restreindre la culture de l'OGM, laissant une liberté de manœuvre probablement préjudiciable, car tous les États n'ont pas les mêmes armes économiques et démocratiques pour faire face aux pressions des industriels qui cherchent par tous les moyens
à développer les cultures d'OGM. Comme nous l'avons vu lors de l'examen en commission, le sujet des OGM est le principal sujet de débat de ce texte, probablement lié au fait que notre marge de manœuvre de législateur est limitée. En effet, de nombreuses corrections de rédaction, de clarifications ont été adoptées lors de l'examen en commission. Ces corrections ont, de notre point de vue, nettement amélioré la lisibilité et donc l'intelligibilité du texte, une composante essentielle de sécurité juridique, comme le soulignait le rapport public du Conseil d'État. Si les amendements adoptés en commission sont largement des corrections formelles, ils sont importants et permettront aussi de lever ambiguïté que la simple traduction des directives laissait en suspens. Je voudrais m'exprimer ici à titre personnel et dire, comme j'ai dit en commission, que je suis opposé aux OGM. Mais je pense, et nous sommes nombreux sur ces bancs, je l'espère, à regretter le recul de l'Union européenne. Ce sentiment fut, je pense, partagé en commission. Nous sommes désolés d'ailleurs de constater que l'Union européenne n'a pas réussi à trouver une position commune sur cette question pour limiter plus fortement, voire interdire les OGM dans l'ensemble des États membres. Au-delà de la question pour ou contre, cette législation va être source de contentieux. Elle va faciliter, ça a été rappelé, mais je le dis également, l'importation d'OGM sur notre territoire. Elle présente donc des risques importants de dissémination, surtout elle va de nouveau accentuer les distorsions de concurrence et affaiblir nos agriculteurs. Nous devons entendre les craintes qu'ils ont exprimées lors de leur rassemblement le jeudi 10 septembre. La compétitivité de l'agriculture, c'est d'abord permettre à nos agriculteurs de pouvoir se battre à armes égales avec leurs concurrents européens. Pour les OGM, pour les normes sanitaires, administratives, sociales, pour le coût du travail, pour les produits phytosanitaires et les pesticides, les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde, au moins pour les pays européens. Mais nous pouvons nous empêcher de penser que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, d'ailleurs, le Premier ministre le rappelait, il nous faut plus d'Europe, ne serait-ce que pour la politique du droit d'asile, mais également pour ce sujet des OGM, l'interdiction également de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Donc oui, il faut plus d'Europe. Ce qui montre bien que là encore, nous sommes déçus de constater l'incapacité de nos institutions à prendre une position forte et commune pour l'ensemble de l'espace européen. La culture d'OGM présente aujourd'hui des risques potentiels trop importants pour laisser les grandes firmes décider seules. Notre seule boussole pour décider doit être une boussole scientifique. Tant que les preuves scientifiques n'auront pas démontré l'innocuité et une absence de risque avéré des OGM, il serait plus sage d'adopter un principe de précaution et de le respecter. N'oublions pas que les mêmes firmes qui commercialisent les OGM, en soulignant leur caractère inoffensif, commercialisent des produits très dangereux, très mauvais pour les hommes, comme en témoigne le procès récent gagné par ce céréalier charentais, mais aussi dangereux pour la nature et donc pour notre terre. C'est pourquoi, comme j'ai souligné en commission, il est urgent d'améliorer la traçabilité et l'information des consommateurs sur la présence d'OGM dans notre alimentation. En l'état actuel du texte, nous n'avons pas progressé. Au-delà de cet aspect, légiférer sur la prévention des risques, c'est le signe d'une volonté politique européenne de s'engager avec détermination dans la préservation de l'environnement et favoriser, bien sûr, le développement durable. Prévenir les risques, c'est un ensemble d'actions et d'acteurs pas assez connus ni reconnus tout au long d'une chaîne. Nous pouvons citer en France, dans différents secteurs, des institutions de très haut niveau. La prévention des risques, cela commence par la science fondamentale et la recherche dans nos établissements d'enseignement supérieur, puis par des essais dans les laboratoires ou in situ sur des plateformes, afin de consolider la connaissance des risques et ainsi leur prévention. Un bel exemple, dans l'Oise, le siège de l'INERIS s'étale sur 40 hectares, dont 15 utilisés pour des plateformes d'essai et 30 000 m² de laboratoire. Ce temps de l'évaluation la plus fine possible des risques est essentiel. Si le nombre d'accidents et de catastrophes liés à une mauvaise prévention des risques est en constante augmentation, il ne s'agit pas non plus d'éliminer tous les risques et de paralyser notre économie et notre société.
Nous sommes face à deux exigences contradictoires: prévenir les risques et donc les accidents et les catastrophes, et en même temps ne pas pénaliser la compétitivité de nos entreprises et de nos forces vives. C'est donc un calibrage fin qu'il faut effectuer, prévenir au mieux sans normes inutiles, mais aussi sans contraintes superflues. Madame la ministre, vous l'avez compris, nous approuvons très largement ce projet de loi dit DADU, qui va dans le bon sens, mais nous serions heureux de connaître vos propositions sur la traçabilité et l'information des consommateurs pour les OGM. Parce que je ne peux pas terminer sans citer Jean de La Fontaine, d'autant plus qu'elle était reconnue comme étant le philosophe le plus moderne cet été par Le Point, qui disait dans la fable « Le chat et un vieux rat, méfiance est mère de sûreté ». Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrice Carvalho.